Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Oui, bon, la vue des têtes, ça a l'air d'aller. Merci d'être venu et d'assister à ce petit passage de présentation. Je me présente, du coup, Simon David, je suis directeur technique d'un groupe immobilier sur la Vendée, dans l'Ouest, et accompagné d'Anthony Michel, du coup, responsable national de K-Line. Rapidement, le groupe que je représente, on ne va pas y épiloguer là-dessus, mais en gros, on est un groupe de 160 collaborateurs, à peu près 27, maintenant 30 millions de chiffre d'affaires. Et on réalise à peu près 200 logements collectifs par an sur tout le territoire de la Vendée et un peu les Pays de la Loire. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus pour parler d'un projet un peu plus phare pour nous. C'est la requalification ce qu'on peut appeler un fonds de friche. En fait, c'est un ancien lycée professionnel de 6 hectares avec un peu plus de 11 000 m² de bâtiments existants. Qui dit lycée professionnel dit forcément des contraintes de bâtis existants construits des années 50 jusqu'aux années 90. Dit pollution des sols parce que la destination de certains bâtiments était des ateliers mécaniques, des ateliers de carrosserie. Donc on retrouve quelques métaux lourds, quelques hydrocarbures par-ci par-là. Énormément d'imperméabilisation des sols. C'était un établissement construit à l'ancienne et avec des revêtements bitumineux à peu près partout, hormis juste une esplanade centrale qui est le terrain de foot. Et enclavé en fait en plein cœur de la ville de La Roche-sur-Yon, qui est une ville de 50 000 habitants sur la Vendée. Et donc dans un tissu très pavillonnaire. En Vendée, on adore la maison de plein pied et surtout pas le logement collectif. Ce qu'on ne voit pas sur le plan, mais en fait on est enclavé sur la droite par l'axe de train de Nantes, La Roche-les-Sables. Et au nord, en fait, on a la contournante de la ville de La Roche-sur-Yon, donc on est à l'intérieur. Ce qui est une contrainte, surtout en termes d'acoustique, qu'il a fallu aussi réfléchir dans la conception du projet. En gros, ce projet, quand on l'a acheté, donc on a acheté les 6 hectares en 2020, on a souhaité se poser et s'imposer quelques enjeux et quelques contraintes, notamment liées à l'environnement, surtout liées à l'environnement, et qui se déclinent surtout sur plein de secteurs différents. Acheter un fonds de friche jusqu'à 2020, surtout dans mon domaine d'activité, c'est conçu comme un obstacle et en tout cas comme un poids dans l'acquisition foncière. C'est plus facile d'acheter un foncier vierge et déjà viabilisé, c'est moins onéreux. Nous, on a fait le choix de partir d'un postulat différent et de se dire qu'en fait le fonds de friche c'est plutôt un avantage. Les bâtiments existants, c'est des bâtiments à rénover. Si ce n'est pas le cas, c'est des bâtiments qui vont nous donner de la matière première, enfin secondaire, on peut l'appeler comme ça. Et on n'a jamais vu ça comme un déchet. Donc on est reparti là-dedans avec cette dynamique-là. On a 11 000 m² de bâtiments, avec une vétusté plus ou moins avancée suivant la destination du bien et surtout son ancienneté. Et on s'est imposé quelques contraintes aussi environnementales. C'est-à-dire qu'on a parlé vite fait qu'il y avait 2 hectares du terrain qui était seulement perméable. Nous, on a fait dès le départ le choix de sanctuariser 3 hectares du foncier et de les dédier plutôt à la nature, à la régénération biodiversité. Et qu'on a du coup conçu avec un écologue sur la région ouest qui est connu parce que c'est Claude Figureau, l'ancien patron des Jardins des Plantes de Nantes. Et c'est lui qui a fait tout le schéma du coup environnemental du projet. On a du coup aussi traité la gestion des eaux de pluie grâce à ça, en redonnant un peu plus de perméabilité au terrain. On a voulu écarter la voiture du quartier pour une simple philosophie, c'est qu'on est convaincu que la voiture, à l'heure actuelle, a une place forte, mais dans 20 ans, ça ne sera pas le cas. Et il était inconcevable, d'un point de vue environnemental, de concevoir des sous-sols. Et d'un point de vue évolutif du quartier, encore plus. On sait difficilement réhabiliter des parkings en sous-sol sur plusieurs niveaux, alors que requalifier un parking silo à étage, c'est beaucoup plus aisé. Et ça nous permettait de stocker les véhicules sur les extérieurs et du coup de garder un cœur de quartier beaucoup plus apaisé. Et dans cette dynamique également d'effacement de la voiture au quotidien, pour aider les gens à s'en affranchir, c'est trop facile de dire je vous mets moins de places de stationnement et puis débrouillez-vous. On n'a pas voulu rester dans cette dynamique-là, on a préféré accompagner les gens en ramenant justement du service de proximité, des conciergeries, laveries, espaces coworking au cœur de quartier. Et après ça, de leur ramener aussi des aides complémentaires pour se passer au moins de la seconde voiture,
Donc on a 3 parkings silos qui sont répartis sur le quartier et ils sont tous dotés de véhicules partagés avec des véhicules de dispositions différentes, c'est-à-dire qu'on n'a pas un usage de la voiture constante. On peut s'en servir pour faire juste un transport en ville, on peut s'en servir pour aller faire des transports plus longs sur la côte et on peut s'en servir pour aller chercher chez Leroy Merlin un meuble. Donc l'idée c'était de mettre à disposition des véhicules qui soient aussi évolutifs, donc on va de la petite voiture sans citer de marque, le petit modèle de ville pour aller jusqu'à la fourgonnette, pour faciliter demain les riverains dans l'usage et dans justement un usage différencié tout au long de leur vie. Et on leur a également mis à disposition des vélos cargo électriques, parce que bon, vous ne connaissez pas forcément le site, mais on est à proximité de grands commerces, et l'idée c'était de les aider à aller faire leurs courses en s'affranchissant du véhicule. Évidemment, pas en temps de pluie, c'est plus compliqué. Et la déconstruction maîtrisée, ça c'est le sujet qui nous importe surtout aujourd'hui. On dit maîtriser tout simplement parce qu'on a pris un temps. On s'est donné 2 ans d'études, de réflexion sur les bâtis existants pour faire les diagnostics, donc diagnostics structurels sur les bâtis existants. Et on a surtout fait un gros diagnostic de ressources. Donc on a fait un PEMD avec le groupe Wigwam qui est nantais et au Canada en même temps, qui nous accompagne. Pour ceux pour qui ça ne parle pas, le PMD, en gros, c'est on identifie l'intégralité des matériaux dans chaque bâtiment à déconstruire ou à réhabiliter. On identifie leur niveau de vétusté, leur potentialité de réemploi ou de réhabilitation. Et en fonction de ça, en fait, on se retrouve avec une cartographie complète des 11 000 m² de bâtiment. Je ne vous cache pas que ça fait un pavé assez monumental et que c'est assez conséquent à digérer. Mais c'est le meilleur moyen pour être un maître d'ouvrage éclairé et faire des choix, pour le coup, un peu plus cohérents. Donc c'est bien là-dessus qu'on a voulu travailler. Donc on a établi ce PEMD pendant presque 1 an et demi. Et après, on a établi tout le phasage de déconstruction. On parle beaucoup de déconstruction, plus de démolition, parce que comme je disais tout à l'heure, on a considéré maintenant que avoir du bâti existant, c'est un avantage et c'est une force, même économique. C'est souvent ce qui revient quand on présente le projet, c'est que on nous demande systématiquement si ça coûte plus cher ou moins cher, enfin surtout plus cher de déconstruire plutôt que de démolir. Autant vous répondre tout de suite, c'est pas le cas. C'est exactement la même chose en termes d'enveloppe financière. La seule différence, c'est qu'on répartit les dépenses différemment. On a tendance à plus investir dans la main-d'œuvre et du coup dans les entreprises locales qui vont prendre plus de temps à déposer les matériaux. Et on va beaucoup moins payer dans les DIB, du coup pour du traitement de déchets. En gros, cette pyramide, elle est inversée et elle permet d'identifier comment on a réfléchi sur la conception de déconstruction. Éviter, c'est le plus simple, c'est-à-dire qu'on garde le bâtiment en l'état, on limite la réhabilitation parce qu'il est déjà quasiment opérationnel par rapport à sa future destination. C'est même pas un travail de promoteur pour le coup, mais c'est évidemment le plus vertueux. Une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a identifié ce qui était possible, donc sur les 11 000 m², on a décidé de garder 2500 m² de bâtiment, qui avaient des destinations presque similaires à la requalification de logements qu'on voulait y apporter. Donc du coup, c'était aberrant de les mettre par terre pour les reconstruire à neuf. Ce qui est un vrai exercice pour les architectes qui nous accompagnent, parce que ça va venir forcément contraindre leur créativité. Mais c'est un vrai enjeu pour eux de faire cela. Réutiliser, là il y a plusieurs volets dans la réutilisation. On en a identifié pas mal, c'est des matériaux faciles à réutiliser. Je pense à la dépose de pavés et de sol, on les a tous déposés, renettoyés et on les a réhabilités dans des cheminements intra-logements de copropriété. Là on est sur un usage similaire, c'est vraiment assez basique. Ou des interrupteurs. L'avantage des interrupteurs, c'est requalifiable très rapidement. Donc du coup, on les a réhabilités, des interrupteurs, pour pas citer de marque, de chez Legrand, assez récents et qu'on peut réemployer tout de suite dans nos bâtiments. Mais ça ne se fait pas comme ça anodinement, hein. On a été évidemment assujetti aux problématiques assurantielles et donc on s'est dès le départ entouré du CSTB de région, donc avec Nantes, et d'assureurs locaux qui nous ont accompagnés et qui continuent de nous accompagner dans cette démarche, plus des compteurs techniques. Ça fait beaucoup de monde autour de la table, mais l'idée c'était vraiment ça. Donc la réutilisation, elle est un peu mieux, un peu plus vertueuse. La valorisation, elle est un peu différenciante et on a voulu la pousser sur 3 facteurs différents. La valorisation en l'état pour la matière, pour ce qu'elle est.
On a des charpentes Eiffel, c'est assez esthétique. La problématique de la charpente Eiffel, c'est qu'il faut après requalifier et rejustifier ses portants, ce qui souvent amène une complexité technique. Là, dans la démarche, on s'est amusé à détourner son objet. C'est-à-dire que la charpente Eiffel en chette, pour ceux que ça parle, ça ressemble à un triangle. Et plutôt que de l'utiliser en charpente classique, on a décidé faut visualiser que vous la retourniez et enchaîner à plusieurs arbalétriers comme ça. En fait, ça fait une structure porteuse de cheminement extérieur pour passer au travers des bassins de rétention d'eau dans l'aménagement du parc. Donc voilà, c'est une manière détournée, on garde la forme existante, donc on limite l'amener et l'énergie complémentaire pour pouvoir le réemployer, et pourtant on le réemploie in situ. On l'a valorisé aussi un peu, d'ailleurs il faut que j'avance. Ouais. On l'a valorisé un peu autrement. L'idée c'était de se dire, bon, on a une matière première qui est présente. On le traite souvent sur le spectre du bâtiment. L'idée c'était aussi de la traiter aussi sur un autre visuel, c'était plutôt la culture et l'art. On crée un quartier, on crée un espace de vie, on ne crée plus du logement, on crée un ensemble global du quartier qu'on requalifie. Et l'art a toute sa place, et la matière première dans l'art, ça match plutôt bien, et on a des artistes. Alors l'avantage de l'Ouest, c'est qu'on a un gros festival qui s'appelle le Hellfest, avec énormément de ferronniers qui sont tous venus dans le secteur. Donc on a beaucoup de ferronniers qui sont adeptes de réemploi des matières, et donc on transforme des parties de charpente structurelles qu'on ne savait pas trop réutiliser, justement pour en créer des œuvres d'art qui vont être disséminées aux quatre coins du parc et donner un attrait à visiter l'ensemble du quartier. En fait, l'idée c'était ça, on n'a pas voulu passer par un massificateur qui aurait été en fait une facilité pour nous. Il aurait déjà identifié toutes les filières de recyclage. On a fait le choix de monter plutôt en compétence nos entreprises locales dans des domaines où il n'y a pas vraiment de formation. On a des constructions où vous ne trouverez pas d'école, en tout cas pas encore pour les entreprises de démol. Et ça a permis de manière un peu empirique d'apprendre un nouveau métier et de redonner de la valeur à ce métier-là. Et les ouvriers l'ont bien identifié d'ailleurs, parce que les entreprises avec qui on travaille et on collabore maintenant depuis 2 ans, en fait, leurs ouvriers qui sont en activité sur notre site ont tendance à dénigrer les autres chantiers de démolition qui sont à proximité, parce qu'ils n'y retrouvent plus la valeur que ce projet a pu leur donner. Bon, après, il y a des constructions classiques, la transformation de matériaux assez classique, hein, le béton, on casse, on en fait du fond de forme, mais jusque-là, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Mais après, on a essayé aussi d'identifier des filières directes avec des industriels locaux. En Vendée, on aime bien travailler avec des Vendéens, et on a la chance d'avoir un tissu industriel très fort. Et donc Lulou, c'était ça, la problématique du massificateur, c'est qu'il nous coupait un peu l'herbe sous le pied pour échanger avec nos partenaires. Donc en s'en affranchissant, on a permis du coup de recréer des liens directs avec des industriels, parfois même de les accompagner dans des développements personnels, enfin d'entreprises, en leur donnant des nouvelles filières. Je laisserai la main après à Anthony pour spécifiquement la partie Calagne, mais un autre exemple typique, plus connu sur l'ensemble de la France. Les Meubles Gauthier est un opérateur vendéen qui travaille sur l'intégralité du territoire. Vous en avez entendu parler récemment parce qu'ils ont récupéré les bois issus des incendies dans les Landes. Là, on travaille avec eux aussi sur la requalification des bois de classe B et C, qui sont un gros frein dans le bâtiment, parce que la classe A, c'est un matériau plutôt noble pour le bois. La classe B et C, c'est du bois en fait, avec de la peinture, avec des produits agrégés qui font que le recyclage est délicat. Et là, l'idée, c'est de fonctionner en boucle fermée avec eux pour qu'ils puissent le réemployer, repanoter, refaire du mobilier, et ça nous permet de remettre en fait du mobilier dans nos logements à terme et de tourner en circuit fermé. Et donc dans cette même dynamique avec l'entreprise Calagne, on a la chance d'avoir énormément de menuiseries alu existantes, non adaptées aux normes thermiques de maintenant, ce qui fait qu'on est obligé de les refaire passer par un cycle de recyclage neuf.
Et donc il y a une décomposition qui est réalisée du coup entre la dépose de l'alu et la séparation des verres pour envoyer le verre du côté de chez Saint-Gobain pour le recyclage et pour l'alu du côté de chez Cahaigne à qui je vais passer la main pour qu'il vous explique le process spécifique. Merci. Merci Simon. Donc je vous propose du coup qu'on continue. Alors je vais vous illustrer un petit peu le cycle de régénération auquel on a participé sur ce chantier. Juste quelques mots. Voilà, donc Cahaigne, on est basé aux Herbiers, on est vendéen, on est à 25 km l'un de l'autre, donc ça a facilité la tâche. On est le premier fabricant de menuiserie aluminium prête à poser. On fait à peu près 13 000 menuiseries par semaine et on couvre tous les marchés aujourd'hui du collectif, de l'individuel, en neuf et en rénovation. Alors si on prend un petit peu de hauteur, pourquoi on s'est intéressé vraiment à cette expérimentation? D'abord parce que si on prend un peu de hauteur, on a tous cet engagement, surtout quand on est industriel, d'accélérer beaucoup plus sur la filière du recyclage de la menuiserie et de la filière aluminium d'une manière générale. J'ai quelques confrères dans la salle, donc je pense qu'ils sont très au courant du sujet. Voilà, parce que déjà il y a des caractères réglementaires, hein. Vous avez la responsabilité élargie des producteurs qui est arrivée en place au 1er janvier mais qui va vraiment rentrer en place au 1er mai, hein. Donc vous avez Valobat notamment qui est là et d'autres intermédiaires qui vont se charger de récupérer les matériaux pour les recycler. C'est vraiment le basculement de la filière du bâtiment de produits qui étaient soit enfouis ou soit qui sortaient du territoire et qui demain vont pouvoir être exploités comme des matériaux de réemploi ou de deuxième main ou secondaire. Alors on a la chance dans l'aluminium, la filière elle part pas de zéro. Malgré tout, hein, quand on prend à peu près l'ensemble du matériau alu, on voyait bien qu'il est déjà recyclé. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous, industriels, pourquoi on a ce double intérêt quand même de s'engager fortement là-dessus, c'est qu'on fait 95% d'économies sur l'énergie consommée. Donc c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'industriel que nous sommes aussi, et puis c'est bon aussi tout simplement pour la planète. Voilà. Et voilà, la RE 2020, évidemment, on va y contribuer parce qu'il y a un indicateur qui est le IC Construction qui nous oblige à être de plus en plus vertueux et donc d'avoir une trajectoire qui soit conforme aux accords de Paris et, oui, je parle un petit peu plus, et qui soit aussi dans les trajectoires bas carbone. Alors voilà, évidemment, pour participer à ce projet, on travaille historiquement avec le groupe Duret, hein, c'est un partenaire fort. Je dirais aussi qu'on s'est aussi lancé dans cette aventure parce qu'il y a plus de facilité quand on se connaît bien et aussi il y a la volonté derrière de se rapprocher. La RE 2020 redonne aussi davantage d'échanges avec les promoteurs, avec les différents acteurs de la phase amont, pour nous industriels, pour qu'on puisse davantage communiquer. C'est-à-dire que voilà, ça redonne et ça rebat les cartes un petit peu sur ce que chacun doit apporter dans la chaîne de construction. Voilà. Nous, derrière, évidemment, tout ça, c'est sous un chapeau, hein. On a un programme, comme toutes les entreprises, comme tous les industriels, de décarbonation de notre produit. Donc, vous vous doutez bien que pour l'aluminium, l'enjeu, il était important pour nous d'expérimenter. Mais l'idée, c'était de faire aussi des choses très pratico-pratiques, puisqu'on reste sur un chantier. Il y a des exigences aussi de planning, etc. Donc, il fallait aussi être vertueux dans l'accompagnement qu'on leur fait avec eux. Je vais passer vite là-dessus, puisque effectivement, Simon l'a dit tout à l'heure, on s'est basé sur le diagnostic de Wigwam, effectivement, qui avait évalué, parce qu'il n'y a pas que de la menuiserie aluminium, il y a la menuiserie bois, il y avait de la menuiserie PVC, qui a été déjà réutilisée. Moi, ce que j'aimais bien dans ce projet-là aussi, si vous voulez, c'est toutes les questions qu'on s'est posées en amont. C'est ça qui était un petit peu disruptif, c'est-à-dire comment on peut réemployer, comment on peut changer la destination des produits. Et ça, c'est des discours avant qu'on n'entendait pas. Et c'est pour ça qu'on a été très motivés à participer à cette expérimentation. Donc les menuiseries bois, les menuiseries PVC, elles ont parfois trouvé d'autres destinations. Je crois que des carrés potagers pour le bois, ou parfois tout simplement mettre des menuiseries dans des cloisons intérieures. Voilà, c'est des choses bêtes et méchantes, mais pourquoi pas les réutiliser si elles sont efficaces. Donc vous voyez, il y a une chaîne vertueuse au réemploi des matériaux. Si on zoome un petit peu sur les menuiseries aluminium, vous voyez, il y en avait comme 220 à reprendre. Alors c'est beaucoup et peu à la fois, c'est beaucoup sur un chantier, c'est peu pour nous en tant qu'industriels, mais voilà, il fallait expérimenter. L'idée, c'était d'évaluer un petit peu avant d'agir, parce que, comme je vous l'ai dit, on a un enjeu stratégique à aller vers le recyclage, nous, en tant qu'industriels, pour réemployer la matière aluminium de seconde vie, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle est plus vertueuse, comme je l'ai dit.
Et donc du coup, il fallait qu'on travaille sur un cycle de régénération qui soit performant pour durer. Alors voilà, je vous l'ai fait de manière pratique. C'est un petit peu tout le circuit qu'on a choisi d'établir dans le cahier des charges. Donc vous retrouvez des choses simples, le prélèvement in situ sur analyse. Donc on est retourné faire des choses basiques. Si on a prélevé donc pour identifier, puisque dans l'aluminium, il faut de l'aluminium pur, il faut de l'aluminium recyclé, et on doit aussi respecter, quand on a la marque NF, des qualités d'alliage pour pouvoir aller sur tous les chantiers. Donc on doit avoir quand même des exigences particulières à respecter avant de pouvoir remettre cet aluminium dans une fonderie. Donc voilà, donc on a fait notre cahier des charges, on a informé le collecteur, le trieur pour qu'on puisse avancer, et on a fait analyser en laboratoire les alliages. Tout à l'heure, Simon en a parlé aussi, évidemment on est en contact avec Sofuldec. C'est dommage parce qu'ils ont une belle histoire. Sofuldec est assez récent, c'est le groupe Papin, encore un groupe vendéen. Voilà, parce que cette filiale s'est chargée de la déconstruction. Nous, ce qu'on a suivi derrière, c'est évidemment d'avoir les menuiseries qui restent plutôt à l'abri dans la matériothèque qui a été mise à disposition dans le local existant. Tout à l'heure, Simon l'a dit aussi, donc Saint-Gobain, qui était intervenu l'an dernier ici, reprend les vitrages. C'est aussi que Saint-Gobain a dédié aussi une partie de sa fabrication à aller vers le bas carbone. Et donc voilà, aujourd'hui, les menuiseries ont été déposées, elles sont stockées, ouvrant et dormant. Tout ça, après, il faut que ça soit démantelé. Donc le démontage des menuiseries se fait, c'est pareil, et je trouve ça vachement bien auprès des entreprises de réinsertion, parce qu'on a fait le choix aussi de prendre une scope qui s'appelle Tripapyrus, qui est une franchise sociale qui en prend des personnes qui sont en difficulté ou de retour à l'emploi, ou qui sont issus de l'immigration, pour pouvoir leur redonner une chance de retourner à l'emploi, et qui donc sont chargés en fait de démanteler la menuiserie. Donc quand on dit démanteler, c'est qu'on enlève les ouvrants, les dormants, on va récupérer le vitrage, l'acier, l'aluminium, et on va séparer ça pour pouvoir les envoyer vers les bons circuits de valorisation. La massification des déchets se fait d'une manière un petit peu nouvelle. C'est un petit peu le scoop aussi de cette présentation. C'est que l'entreprise Skaline, dans le groupe auquel on appartient, qui est le groupe Liebo, qui est une famille vendéenne, a décidé d'investir dans une fonderie qui sera entièrement dédiée à produire de l'aluminium bas carbone et essentiellement issu des matériaux de la déconstruction. Donc on va aller de plus en plus vers la filière amont. C'est bon parce que les fonderies, ça n'existait quasiment plus dans nos métiers. Il y a des sites encore un petit peu en région parisienne, mais qui sont dédiés plutôt à l'automobile. Il faut savoir quand même qu'une partie aujourd'hui des gisements issus de la déconstruction sortaient du territoire. C'est vraiment dommage. C'est-à-dire que comme on n'a pas capacité à traiter, ça partait en Inde, en Angleterre, dans les Pays-Bas, etc. Ça ne restait pas sur le territoire. C'est pas bon pour le palais carbone. Donc on l'a décidé de la faire en Vendée, à Saint-Hermine, donc on est vraiment pas loin, on est à 15 km. Et donc cette fonderie sera chargée de récupérer les matériaux issus de la déconstruction en aluminium. Tout ça, ça se fait évidemment dans un mélange, puisque quand on fait une fonderie, il y a cette idée de massifier. On récupère évidemment pas que les déchets issus de la déconstruction, mais aussi les déchets qui viennent de l'extrusion, donc le process qui est en aval de la fonderie. On récupère bien évidemment aussi tout ce qui est les ruptures thermiques, tout ce qui est prophylactique, qui sont issus de notre propre production, puisque quand on reçoit nos barres, on les découpe. Donc voilà, il y a cette idée aussi de pouvoir récupérer nos propres chutes de production pour qu'on soit quasiment en boucle fermée de notre côté. Si je passe au tri industriel, on rentre un peu dans le process, mais je trouvais intéressant de vous le partager parce qu'on ne vous partage pas forcément ce genre d'informations, mais là vous avez à peu près, on va dire, l'exemple type un peu du fonctionnement d'une fonderie aujourd'hui industrielle. Donc il y a cette idée d'avoir toujours une séquence et un ordonnancement industriel qui s'occupe d'abord de la séparation, la découpe et le broyage des déchets, puisqu'on a du plastique, vous imaginez bien, donc il faut séparer tout ça, il faut trier pour savoir ce qu'on peut récupérer. Après, il faut délaquer, donc il faut délaquer les barres, parce qu'elles étaient avec un revêtement, donc là ça passe dans un four qui est à une certaine température et qui va permettre donc de revenir sur de l'alu brut. Et puis tout ça après, ça repart dans la fonderie, et puis après on va pouvoir, sur un principe vertical, réaliser de nouvelles billettes qui devraient être plus vertueuses. J'ose pas dire bas carbone, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est aujourd'hui l'aluminium bas carbone, où est le seuil. Mais en tout cas, elles sont beaucoup plus vertueuses, notamment plus le gisement issu de la déconstruction sera important, plus, évidemment, vous imaginez, l'aluminium secondaire sera vertueux dans les chantiers.
Voilà, après, donc on vient sur le process d'extrusion. Donc l'extrusion, qu'est-ce que c'est? C'est, vous voyez, le process qui est après, une fois qu'on a fait la billette qui est sortie toute fraîche de la fonderie, ça passe donc chez l'extrudeur. On a l'avantage, nous on a l'extrusion aussi dans le groupe Kiebo, on a une unité aussi à Lyon. Et donc là, vous imaginez, c'est un petit peu en fait la billette qu'on rentre, qu'on va ramollir à 450 degrés, qu'on va presser. Vous mettez un disque derrière qu'on appelle une filière et sous une très forte pression, on va faire sortir en fait donc une barre. C'est ce qu'on appelle une filière. Et voilà, tout ça, ça va aller. Donc on peut imaginer derrière ces barres qui vont devenir des menuiseries qui vont être posées sur les chantiers et qui sont issues de l'aluminium de seconde vie. Et où est-ce que ça retourne? Évidemment, ça retourne chez nous. Voilà. Voilà un petit peu le process qui est prévu sur ce chantier. Aujourd'hui, on est à la collecte, à la dépose des menuiseries, pour vous donner en live un petit peu où on en est sur le chantier. Donc le process que je vous ai montré après, interne, qui revient dans le process d'ailleurs de K-Line, il va probablement aller sur, je pense, le deuxième semestre 2023, voire début 2024 pour la partie retour chez Corallium. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos attentions. Puis du coup, on peut passer aux questions, s'il y en a. Arnaud. Bonjour, une question très simple. L'aluminium dans les menuiseries est souvent associé dans une période des années 60-70 à l'amiante. Comment gérez-vous cette présence d'amiante au pourtour des menuiseries? Alors, je peux laisser répondre à Simon, puisqu'on n'a pas eu le temps de tout aborder, mais ils ont trouvé une solution pour l'amiante aussi sur le chantier. La solution, elle n'est pas révolutionnaire. On a évidemment désamianté l'intégralité du site dès le départ. On s'est quand même penché un peu sur... on parlait de réemploi des matériaux. L'amiante, mine de rien, ça reste un matériau. Pour l'instant, c'est plus un déchet qu'autre chose. On a essayé de voir s'il y avait déjà des acteurs dans le réemploi de ce type de produit. Du côté de Bordeaux, il y a bien une société qui vitrifie l'amiante à la torche au plasma pour le rendre inerte et donc du coup en faire des matériaux de concassage. Sauf que dans l'ère dans lequel on vit, et surtout en ce moment, l'énergie pour déclencher tout ça fait que c'est difficile d'être concurrentiel, en tout cas d'un point de vue économique. Donc pour l'instant, malheureusement, l'amiante, on l'a traité comme... c'est un des rares déchets qu'on n'a pas pu réemployer sur le site. Et je dis ça parce que le fait de réemployer des matériaux ou de les transformer pour les réutiliser fait qu'on diminue la quantité de DIB, mais on a toujours un peu de DIB. Et quand on parlait d'innovation, il y en a une majeure. En fait, on travaille avec une société qui s'appelle Néolith, qui est une jeune société et qui fonctionne dans la fossilisation des matériaux ultimes. Donc on pousse la démarche jusqu'au bout, c'est-à-dire que le reste de matériaux qu'on aurait envoyé en DIB va passer en fossilisation et deviendra du coup du matériau inerte de concassage pour faire du fond de forme. Mais malheureusement l'amiante, sauf si vous avez une idée, et je suis preneur, pour l'instant j'ai rien là-dessus. Non, pas d'idée, mais la question était plutôt tournée vers les joints, la difficulté étant de retirer les joints dans les menuiseries, quoi. Donc notamment au pourtour. Il y a un processus particulier que vous avez envisagé par rapport à la déconstruction? Dans le cas des joints identifiés, heureusement sur le site il n'y en a pas tant que ça finalement, mais il y en a pour le coup. Là pour le coup on s'affranchit de l'usage de notre opérateur à vertu sociale qui est Tripapyrus, parce qu'en fait là le démantèlement se fait in situ par des organismes agréés pour le coup. Merci. Excusez-moi, j'ai la même question, mais en fait sur le plomb dans les peintures, du coup. Notamment sur tout ce qui est menuiserie, ou éventuellement vous réutilisez les menuiseries. Voilà, les peintures dégradées au plomb, est-ce que vous avez conservé ces choses-là? Est-ce que vous les avez réutilisées? Alors non, il y en a aussi. Comme je disais, c'est des constructions qui vont des années 50 jusqu'aux années 90, mais il y a encore des reliquats. Et le plomb, de manière assez épisodique, mais apparaît encore sur certaines menuiseries. Donc non, malheureusement celles-ci non plus on ne peut pas les réemployer, on ne cherche pas à les encapsuler non plus, et c'est bien pour ça la démarche avec le groupe Gauthier, parce que là on est sur du bois classe C, classe B, mais avec en plus cette problématique majeure de la peinture plombée.
Donc pour l'instant, on est en train de réfléchir à une solution qui va certainement passer par de la mise en chauffe et donc de l'apport d'énergie complémentaire. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment on arrive à compenser ces calories. Mais non, j'ai pas de réponse immédiate. Mais c'est bien, l'objectif, c'est que ce projet-là, c'est un projet parmi tant d'autres. L'idée, c'est juste de dire, nous, on a développé des choses. Perdez pas du temps à refaire ce qu'on a fait, prenez-le. En fait, on est à livre ouvert. S'il y a des informations, des secteurs, des filières existantes qu'on a identifiées et qu'on a fléchées et qu'on a aidé à monter en compétence quand c'est des jeunes filières, vous embêtez pas à perdre du temps en fait. Et là, je parle à tout aménageur, public comme privé. On a la chance d'avoir été lauréat sur 3 AAP là, avec l'ADEME et avec la région pour la biodiversité, la dépollution des sols, mais surtout l'économie circulaire. Tout ce travail-là, il est pour justement favoriser demain des avancées plus rapides et peut-être qu'il y aura des débouchés plus rapides sur le réemploi ou en tout cas le recyclage du plomb au travers des peintures. Pour l'instant, je n'ai pas encore de solution adéquate. Merci. C'est qu'on a été clair. Ah, là-bas. Il faut bien parler dans le Merci beaucoup, Monsieur Jacob de la SEM, Paris Saclay Aménagement à Palaiseau. On est en train de réaliser une opération de réemploi sur une petite collectivité. Donc c'est un projet qui est assez audacieux, surtout sur une petite commune. Et je me pose la question sur la requalification des matériaux de déconstruction et aussi de leur validité auprès du bureau de contrôle dans le cadre de leur réemploi. Comment est-ce que vous avez pu faire avancer cette démarche pour valider les matériaux en vue de leur réemploi? Comme je disais tout à l'heure, comme on savait que ça allait être un obstacle, c'est ce qui est identifié tout le temps. Il y a le côté assurantiel, il y a le côté requalification, contrôleur technique et puis CSTB, mine de rien, pour certains types de matériaux. En fait, tout dépend de leur usage. C'est-à-dire qu'un matériau de charpente, pour requalifier ses portances et puis sa tenue dans le temps, lui redonner une accréditation liée notamment aux assurances décennales, ça c'est encore une question qui est sur la table et dans les tours de table, donc ça c'est pas identifié. Pour l'instant, on s'est attaché sur les 2 premiers bâtiments qui partent en construction, on s'est attaché à réemployer des matériaux sur plutôt, pas du structurel, mais plutôt sur les aménagements extérieurs, parce que c'était le plus simple, tout simplement, et que ça nous permettait de continuer à se donner du temps de réflexion et des tours de table pour aller chercher justement un réemploi beaucoup plus majeur, et notamment sur le côté structurel. Après, il y a des matériaux qui sont très faciles à réemployer dans les bâtiments, et pour le coup, d'un point de vue technique, hyper identifiable, notamment dans la construction de logements. On fait des cloisons de distribution de placo avec systématiquement un isolant de 45 en laine de verre, ça c'est le classique. Cette laine, elle a juste une vertu acoustique, elle n'a aucune vertu thermique, vu que c'est de pièce à pièce chauffée intra-logement. C'est très facile de déposer cette laine de 45, revérifier visuellement qu'elle n'est pas compressée, qu'elle n'a pas subi l'eau, qu'elle a bien été tenue entre des plaques et protégée tout le long de sa vie, pour la repositionner dans les logements. Mais voilà, ça c'est de l'épiphénomène en fait, mais ça peut être ça, une des filiales de première, mais on est aux prémices. Là, on vous présente un projet qui a 2 ans d'études, mais qui va nécessiter encore 8 ans de travaux et puis certainement 8 ans d'études complémentaires pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos ambitions. Et en toute sincérité, on n'y arrivera certainement pas, en tout cas pas en l'état, mais c'est l'évolution des acteurs extérieurs qui vont nous aider à avancer. On vous remercie beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer sur le stand K-Line, puisqu'on est là tous les deux pendant toute la journée. Merci beaucoup en tout cas. Merci, bonne journée. Là, ça va être le rush. Il y a plein de choses que j'ai faites. Et en même temps, je vous prends la télécommande. Ouais, ça vous a